Très ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire se donne les moyens de financer son programme national de développement. Le pays a choisi de puiser dans ses réserves au FMI. Les gisements de gaz découverts au Sénégal sont prometteurs. Le pays pourrait se classer au 7e rang mondial. Enfin, nous irons à Tijuana au Mexique à la rencontre des migrants haïtiens. Ils sont en route vers les États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Les autorités ivoiriennes et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord préalable en vue d'un programme économique triennal. Ce programme d'un montant de 487,8 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 614,3 millions de dollars, équivaut à 75% de la quote-part de la Côte d'Ivoire au sein du FMI. Ces ressources mobilisées devraient permettre au pays de soutenir son plan national de développement, notamment sur la période 2016-2020. Pour soutenir son équilibre extérieur dans le cadre de son plan national de développement pour la période 2016-2020, la Côte d'Ivoire entend faire recours à ses réserves au Fonds monétaire international. D'une valeur de 487,8 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 674,3 millions de dollars, ce montant équivaut à 75% de la quote-part de la Côte d'Ivoire au sein de l'institution. Les fonds devraient servir à appuyer un programme économique triennal qui a fait l'objet d'un accord préalable entre les services du Fonds monétaire international et les autorités ivoiriennes. Mais cet accord devrait encore être validé par le conseil d'administration du FMI. L'équilibre extérieur de la Côte d'Ivoire est surtout menacé par un déficit dû d'une part à la longue saison sèche et des vents chauds du Sahara qui devraient négativement impacter la production de la campagne cacaoyère en cours. Par ailleurs, l'engagement du gouvernement sur des projets d'infrastructure fait également peser un nouveau risque de solde négatif sur la balance des services et par conséquent sur ses exportations nettes. La validation de l'accord est soumise à un certain nombre de conditions. Les autorités ivoiriennes se sont engagées à mettre en œuvre l'extension de la surveillance des entités publiques au-delà du gouvernement central, la maîtrise des risques budgétaires provenant des entreprises publiques en difficulté financière, l'amélioration de la gestion de la dette, la restructuration des banques publiques et l'amélioration du climat des affaires. Le Sénégal serait-il un pays très riche en gaz? Tout porte en tout cas à le croire. En effet, les dernières analyses des gisements découverts dans le pays le placeraient au 7e rang mondial. Ce classement pourrait même s'améliorer car l'exploration des gisements n'est pas terminée. Il faut dire que 500 millions de dollars y ont déjà été injectés et les autorités du pays recherchent activement un acteur capable d'exploiter ce gaz. Notons qu'il faut 5 à 7 ans pour que l'exploitation du gaz sénégalais soit effective et pour qu'elle génère des ressources pour l'État. La Mauritanie annonce avoir conclu 2 accords portant sur l'exploration du pétrole et de l'or. C'était en marge d'une conférence exposition sur le potentiel minier, gazier et pétrolier du pays. 2 accords portant sur l'exploration pétrolière et la production d'or ont été signés en marge de la 4e édition de Mauritanie 2016. Il s'agit d'une conférence exposition sur le potentiel minier gazier et pétrolier en Mauritanie. Les accords ont été conclus entre le gouvernement mauritanien et Cosmos Energy Mauritania. Le contrat concerne le bloc C6 en offshore au nord-ouest de Nouakchott. Le projet sera mis en exploitation dans 18 mois pendant une durée prévisionnelle de 8 à 10 ans. Il atteindra une capacité d'extraction de minerais de 4000 tonnes par jour, notamment en partie grâce à l'énergie solaire.
La Mauritanie, dont l'économie s'appuie essentiellement sur sa production minière, a réalisé en 2015 une production record de 13 millions de tonnes de fer, 45 000 tonnes de cuivre, 7 tonnes d'or et 594 tonnes de quartz. Membre du club de producteurs de pétrole depuis 2006, la Mauritanie a vu sa production se stabiliser à 8 000 barils par jour contre 70 000 barils initialement prévus, réalisant au passage des entrées en devises de près de 12 millions de dollars pour l'État mauritanien en 2015. Intéressons-nous maintenant à ces milliers de ressortissants haïtiens qui ont fui la crise économique et politique qui sévit au Brésil pour aller à la conquête d'un avenir meilleur aux États-Unis. La plupart sont bloqués au poste frontière de Tijuana au Mexique où ils vivent dans des conditions plutôt déplorables. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dani avant de la coucher dans ce refuge Tijuana au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à $3 000. Vilenda a trouvé d'amis en chemin, perdus à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. Elle a réussi à localiser ses parents par téléphone. Ils sont encore au Costa Rica. Alors en attendant de les retrouver, elle continue la route avec la petite fille qu'elle pense âgée de 3 ans. J'ai beaucoup de gens avec moi. Alors, les gens font laisser la petite fille. Moi, j'ai plus de cœur juste pour la laisser. Je la prie. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, l'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. Je n'ai pas réussi à travailler pour payer la maison. C'est difficile pour nous. C'est dur d'aider la famille. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Ils stagnent ici jusqu'à pouvoir rencontrer les autorités américaines, seules capables de leur ouvrir les portes des États-Unis. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Bénéficiant d'aide humanitaire depuis 2010, les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Nous espérons qu'une fois que cette politique sera appliquée, il y aura moins de raisons pour que les gens viennent jusqu'ici. Pour Vilenda et Dami, l'heure est arrivée. Elles traversent la frontière vers les États-Unis. Leur cas doit encore être examiné, mais elles espèrent que cette étape sera la dernière de leur voyage et que la petite fille retrouvera ici sa famille. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la deuxième partie de ce journal de l'économie. Et c'est le moment d'accueillir Kazmi Pedjo. Bonjour Kazmi et bienvenue. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, deux pays qui apparaissent comme deux locomotives à forte croissance en PIB. Bien sûr, Inès, deux locomotives de deux zones distinctes, à savoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous comprenez donc que c'est deux tableaux différents, mais avec beaucoup de points de jonction déjà. En 2014, où les deux pays ont affiché une même performance économique, tenez-vous, tranquille, avec un PIB de 16 800 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Le Cameroun également a réalisé presque la même, je dirais, le même chiffre d'affaires, si j'ose parler ainsi, 16 000 milliards d'économie en 2014. Ces deux pays également partagent en commun les exploitations agricoles, à savoir le café, le cacao et la banane. Beaucoup de plantations de bananes en Côte d'Ivoire, beaucoup de plantations également de bananes au niveau donc de Yaoundé, au niveau du Cameroun.
Ces deux pays sont aussi des pays exploitants du pétrole, donc ils reposent leur économie sur le bout du pétrole, ces deux pays-là. Donc voilà un peu des points de jonction qu'on peut retrouver au niveau donc, de ces deux pays-là. Il faut enfin terminer avec ce tableau comparatif pour dire que ces deux pays utilisent le franc CFA, l'un avec le symbole ZOF, XOF donc, et l'autre ZAF, même si ces deux monnaies ne sont pas interchangeables entre elles, il reste aujourd'hui à ce que les politiques décident de la fusion donc, entre ces deux monnaies-là. Kazmi Pedjo, il apparaît quand même que le Cameroun offre plus d'opportunités aux investisseurs que la Côte d'Ivoire. C'est quand même un peu inimaginable. Hein? Bien sûr, surtout avec la crise de la secte Boko Haram aujourd'hui, on pouvait déjà imaginer que beaucoup de craintes iraient dans ce sens-là. Mais alors, le Cameroun a en 2014, donc l'année de référence, le Cameroun a pu drainer environ 23,4% des investissements sur le continent au niveau de la zone CFA, alors que la Côte d'Ivoire n'a drainé que 17,8%. Donc ça veut dire aujourd'hui que les investisseurs préfèrent beaucoup plus Douala à Abidjan pour la simple raison que il y a beaucoup d'opportunités d'affaires tant dans le domaine agricole que dans le secteur secondaire, surtout qui est développé au niveau du Cameroun. Il y a beaucoup d'industries de transformation agroalimentaire, mais aussi de transformation des matières premières qui aujourd'hui sont installées au niveau de ce pays. Et ce pays fait également corps avec le Nigeria, le voisin, le grand voisin. Donc ça offre beaucoup plus d'atouts de ce côté-là que la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu des